Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Écoute, suite à ce qu'il y a eu sur Henri de Montfred et le film qui n'était pas vraiment vaillant et puis ce qu'on a pu en dire, parce que c'est un personnage merveilleux, Henri de Montfred. J'aurais bien aimé que tu me lises une histoire là qu'on a regardée ensemble. C'est le Nakuda aveugle. Nakuda, donc c'est un commandant de vaisseau dans la mer Rouge de la belle époque, et disons qui a été perpétué à travers le temps. Ok, bah écoute, on va alors essayer. Si tu pourrais nous lire ça serait avec plaisir. D'accord. Le Nakuda aveugle. Cette affaire m'a entraîné loin d'Obok, plus longtemps que je ne l'aurais voulu. En dépit de l'insistance de Saïd, qui voudrait que j'assiste au mariage de Cassim avec Amina, j'invente des prétextes impérieux pour me soustraire à ces fêtes interminables. Les vents du nord me mènent vent en arrière jusqu'au parallèle de Camaran, puis, après une nuit de calme, une houle du sud interfère avec celle du nord. Le vent contraire ne tardera pas, et ce sera la navigation au plus près contre le courant de surface qui, toujours, accompagne les fortes brises. Fort heureusement, les îles Anish ne sont pas loin, et grâce à leur abri, je puis les attendre. La rentrée des vents du sud-est s'établit avec une extrême violence, quelquefois pendant 2 ou 3 jours. Mieux vaut une relâche que s'en aller bourlinguer de l'autre côté de cette barrière montagneuse. Sous petite voiture, à cause des coups de vent inattendus qui tombent de la montagne, nous filons en eau calme vers un petit mouillage encaissé entre la grande île Anish et un îlot en demi-lune, ancien cratère ébréché. Après nous être engagés dans l'étroit couloir compris entre ces hautes terres, nous débouchons dans le port naturel, devant une étroite plage blanche où se termine un ravin en cascade de roches. Un assez grand boutre est mouillé tout contre terre dans un enchevêtrement de récifs. Ce sont des plongeurs pêcheurs de nacre qui sont là depuis 3 mois. Ils nous supplient de leur céder du tabac. En échange, ils nous apportent du poisson pris au cours de leur plongée avec la harba. C'est un gros fil de fer très rigide et d'environ 1 mètre, 1,50 mètre de long, qu'ils lancent comme un javelot. Dans la solitude farouche de ces archipels volcaniques où s'évoquent les cataclysmes des premiers âges, au milieu de cette mer déserte sans trêve, balayée par le grand souffle de mousson, la rencontre d'un autre bateau est un réconfort. Il s'établit un émouvant lien de fraternité fait de la conscience de notre faiblesse devant les éléments inexorables et éternels. La petite plage est encombrée de poissons séchant au soleil, des tas de coquillages de bilby, de carapaces de tortues, enfin, de tous les accessoires malodorants qui jonchent le sol là où campe une tribu de pêcheurs. 2 gamins tout nus, rablés comme de jeunes faunes, font cuire sur la braise d'énormes escargots de mer qui bavent et soufflent en mijotant dans leur jus. Ils nous conduisent saluer leur Nakuda. Il est un peu plus haut, à l'ombre d'une roche, à demi étendu sur une natte, il fume un médaha, narguilé, en noix de coco. Il répond à mon salut, mais sans tourner la tête vers moi. Surpris par une telle attitude, exemple de politesse, j'allais me retirer quand le gamin me dit, en souriant de ma surprise, « Il est aveugle !» Un Nakuda aveugle? J'en suis stupéfait. Il m'invite à prendre place à côté de lui et me passe l'embouchure du tuyau de sa médaha. Tout cela avec ce port de tête particulier aux aveugles qui semble faire planer un imaginaire regard au-dessus des foules. Entre la campagne de pêche, il passait ses journées sur la plage à respirer l'odeur des algues en écoutant la mer lui parler comme jamais il ne l'avait entendue. À marée basse, sur la barque échouée, ses mains caressaient les courbes harmonieuses des œuvres vives qui évoquaient pour lui la course écumeuse sur les vagues. La chose a commencé il y a 10 ans. Une brume, d'abord légère, puis le jour parut s'assombrir. Il ne voulut pas avouer son infirmité, de peur de perdre son commandement et de ne plus naviguer. Il prit alors son fils, encore enfant, avec lui pour qu'à ses côtés il lui dise ce qu'il voyait. C'était suffisant.
Il connaissait si bien toutes les roches de la côte que personne n'amenait plus souvent une barque au mouillage ou sur le lieu de pêche. Longtemps, nul ne soupçonna que la lumière se retirait lentement de ses yeux. Mais un matin, le soleil ne se leva plus pour lui et ce furent les impénétrables ténèbres. Il débarqua avec sa caisse de marin et s'enferma dans sa maison. Alors, dans l'abîme noir où il venait de sombrer, au lieu de trouver la désespérance, une lumière nouvelle se leva, celle du souvenir. Le moindre bruit, le plus léger parfum faisait surgir du fond de sa mémoire des images palpitantes de couleurs et de vie. Quand son bateau repartit, un morceau de son cœur lui fut arraché. Un jour, un boutre arriva de la haute mer. L'équipage salua la terre d'une clameur joyeuse et le vieux Nakuba reconnut des voix familières. Immobile, il entendit tomber l'ancre. Il écouta sa chaîne gronder dans l'écubier et ainsi connut la profondeur. Les poulies jetèrent un long cri modulé, c'était la voix de son navire, et le vieil aveugle éclata en sanglots. La barque où, pendant 20 ans, il avait conduit ses hommes aux pêches lointaines sur les grands récifs verts, revenait après 3 ans d'absence. À la campagne suivante, au jour du départ, on le trouva dans la cale, blotti sous un tas de voiles. Alors d'instinct, ces hommes simples comprirent. Ils allèrent à terre chercher son coffre de marin et il reprit sa place de Nakuda sur le gaillard d'arrière. Depuis de nombreuses années, il dirige le navire vers les bancs lointains, connus de lui seul. Un détail signalé suffit à lui faire reconnaître une île ou un rocher. Ces hommes le vénèrent comme si une lumière surnaturelle était en lui, c'est là celle du souvenir. Telle la lampe perpétuelle d'un sanctuaire, elle éclaire en lui les images des choses à jamais disparues. Là, sous cette roche, ce vieil homme qui n'a plus Dieu entend la mer se dérouler sur le sable. Sur son torse bronzé, la tiédeur du vent passe comme la caresse de l'espace. L'odeur du poisson séché, la fumée du feu de bois, les âcres relents de morceaux de bilby et les voix de ces marins halent leurs pirogues, tout cela entre en lui et il voit. Je comprends à présent le mystère de ce regard qui semble planer sur les hommes, car l'aveugle en lui porte un monde. Je laisse le vieillard à son extase et je m'en vais, doublement ému par la tendre sollicitude que ces hommes rudes et primitifs témoignent à leur vieux chef infirme. Ils le garderont avec eux sur cette mer d'azur et d'émeraude au milieu de ces îles de corail jusqu'au jour où, sur l'une d'elles, ils enseveliront sa dépouille. C'est vrai que c'est un beau texte, hein? Bah écoute, tu vois, voilà la manière de vivre de ces personnages, en parenthèse primitifs, comme ça a été bien expliqué dans nos histoires d'école. Entre guillemets, ouais. Voilà comment ça se passe. Ouais. Et mon Fred, il a une manière très éloquente d'exprimer ça, c'est un homme intelligent. Je dis ça parce que d'après les films qu'on peut voir sur lui, c'est tellement minable. Oui, les écrits même. C'est les écrits, etc. Il faut lire ses aventures écrites par lui-même. Ouais. Et là, on a affaire à un grand personnage. Voilà. C'est un aventurier qui a fait les 400 coups, qui n'a pas fait n'importe comment. C'est là où on peut de nouveau voir ce que représente le destin et puis la manière dont on le vit. Moi, j'aime beaucoup cet homme et franchement, je pense que ça vaut la peine de lire son œuvre. Vraiment, ça vaut le coup. Sur toute la ligne, parce que c'est palpitant, c'est de l'aventure véritablement, et puis c'est fait par un homme intelligent. Alors une aventure d'un homme intelligent, c'est pas n'importe quoi. Voilà. Et puis il aura plus loin, il va construire un nouveau bateau là, prochainement, suite à ce récit là que tu me dis. Ouais. Et il va engager un marin qui lui a été, tous les autres marins se sont mis en travers. Pourquoi? Parce qu'il est prétendu porteur de malchance. D'accord. Voilà. On appelle ça comment?
La Shabaka. Il est Shabaka. Quelqu'un qui est porteur de malchance, c'est quelqu'un qui est Shabaka, par opposition à être Mubaraka, c'est-à-dire être porteur de baraka. Le mot chance, en fait, c'est le mot profane, parce que, en fait, ça veut dire plutôt bénédiction. Bien voir de quoi il s'agit. On aura l'occasion de faire un constat là-dessus, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps, là, dans celui-là, de développer tout ça. Mais il y a bel et bien dans l'expression ce côté malédiction et bénédiction. Mais enfin, disons que il faut voir la nuance, il faut la voir de près, voilà. Oui, d'accord. Oui, ben on peut parler de Henri de Montfred quand il a voulu, donc quand il a engagé ce personnage, son marin, là, Jobert. Donc ces marins se sont opposés à ça en lui expliquant qu'il était Shabaka, donc porteur de malchance. Lui, évidemment, il n'a pas tenu compte de ça. Il n'était pas, et pour lui, ça n'avait pas vraiment un sens, beaucoup de sens. Alors, pour lui, c'était une superstition? Oui, il voyait ça comme une superstition, ce qui veut dire qu'il a dit qu'il allait contrer cette chose-là par des prières faites en l'honneur d'un Shir, etc., etc. On en parlera. Ouais, qui est enseveli donc dans cette île, là, qui est enseveli à Obok, et ensuite d'un rituel où il y a un sacrifice d'un animal qui va être mangé, etc. Enfin, il y a toute une fête qui va avec. Bref, ces marins, tous ces gens se sont reliés à ça, et puis bon, tout est rentré un peu dans l'ordre. Mais ça n'a pas été comme ça, dans le sens qu'à un moment donné, quand son bateau, il est sorti avec son bateau neuf, son bateau n'est jamais rentré, dans le sens qu'il a sombré avec. Voilà. Et là, il s'est rappelé qu'il avait un marin qui était Shabaka. Il s'est souvenu, puis il s'est rendu compte de l'évidence de ce genre de choses, c'est qu'il y a des personnages qui portent avec eux la malchance et d'autres qui portent avec eux la chance, pour dire les choses comme dans ce langage-là, quoi. Encore un truc karmique. Oui, de toute manière, mais après, le sens que ça a et qui porte quoi, il y a un moment donné, il faut en revenir à tout ce que comporte la destinée de quelqu'un et la raison pour laquelle les rois du destin sont impénétrables. Oui, tout à fait. En fait, c'est ces fameux atouts ou bâtons dans les roues qu'on a quand on arrive dans cette existence, en fait. Entre autres, oui. Voilà, oui. D'accord. Et c'est plus compliqué que ça à résoudre. Et à secouer précisément. Voilà. Tout à fait, mais bon, il y a des gens qui viennent avec des facilités, d'autres qui viennent avec des complications, et puis on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà, en tout cas, voilà quelque chose qui redonne de nouveau une signification à ce que représente le destin de quelqu'un, et puis ce qu'il peut en penser, ou la manière dont il peut le vivre. Et Henri de Montfred a une destinée extraordinaire. C'est quelqu'un qui a un destin hors pair, dans le sens qu'il est dans des aventures extraordinaires, et qu'on ne peut pas improviser, mais il les vit d'une manière, ce qui fait sa vraie nature, son vrai choix. Le choix de quelqu'un consiste justement à vivre ce qu'il doit vivre avec une attitude, et lui il est démonstratif de ça, et il a été reconnu comme tel par tout le monde arabe et noir dans lequel il a évolué. Donc dans le monde traditionnel, ils l'ont bien repéré pour qui il était, pas pour quelqu'un d'autre. D'accord. Okay. Et ce que les gens n'aiment pas, ce qui n'est pas aimé de Montfred, c'est qu'il est en contradiction totale avec la législation qui se veut d'une législation civilisée. Il est dans l'interdit. Il est constamment dans l'interdiction. Mais pas dans l'illicite. Voilà, et c'est lui qui a laissé des plus belles traces de la France dans les pays occupés. C'est pas les gouverneurs. Oui, oui, c'est pas les colons. Non.
D'accord. Lui, ça fait pas quoi. Je viens de piger un truc parce que c'est vrai qu'il y avait des bémols là par rapport à ce personnage, tu vois. Bon, il a acheté des femmes, il a fait ci, il a fait du trafic, etc., etc. Mais si maintenant... Oui, mais faut lire son truc. Voilà. Le trafic, comment c'est vraiment lire mon Fred, c'est retourner à l'école, mais dans la vraie école. Et on comprend ce que sont les choses, et on comprend aussi ce qui nous a été inculqué, qui est une autre version, mais totalement autre que celle qui a été vécue par des personnages dans ces pays-là. Voilà. Ben, c'est un grand coup de pied au moralisme aussi. Hein. Donc, là, je te dis pas quelle force. Ok, ben écoute, je te remercie bien. C'est toujours avec plaisir. À bientôt. Et puis on va faire la suite, hein, de toute manière. Oui. Allez, au revoir.